Il m'a été demandé d'examiner avec vous quelques-uns des problèmes de la critique. Mais ces problèmes dépassent de beaucoup leur objet même, c'est-à-dire l'examen d'un ouvrage. Ils touchent aux conditions de la vie intellectuelle, et par là ils font partie de notre patrimoine humain le plus essentiel et le plus délicat, celui qu'il est le plus important de défendre dans les heures tragiques de la destinée. Je vois trop souvent qu'un critique examine un ouvrage dans le sens de ses préférences personnelles, de ses goûts en quelque sorte innés. Zola a été injuste pour Octave Feuillet, Brunetière pour Zola, et ainsi de suite. Il n'y a pas de credo en littérature. Toute œuvre existe à partir d'un certain degré de valeur autonome. Mais en quoi, me direz-vous, consiste cette valeur? Les uns font valoir que seul compte l'observation de la vie, la qualité documentaire, à quelque ordre qu'il appartienne. Les autres estiment que la transposition poétique, son développement sur le plan lyrique, est seul digne d'une considération justifiée. Je pense ici, comme exemple de ce genre, le célèbre Grand Maune d'Alain Fournier. D'autres, enfin, n'accordent leur suffrage qu'à cette classe d'esprits qui font appel à une généralisation raisonnée des situations et des cas et qui prétendent rendre universel tout ce qu'ils touchent. Vous avez vu paraître dans ces trois définitions le réalisme, le romantisme et le classicisme. Or, je doute qu'on trouve une quatrième classe des ouvrages de l'esprit. Notez que beaucoup d'œuvres sont à la fois réalistes et classiques, ou même classiques et romantiques, comme le Faust de Goethe par exemple. Un bon critique est donc celui qui reconnaît un égal droit à vivre à ces trois formes d'expression de la vie de l'esprit. Les querelles des classiques et des romantiques, des réalistes et des idéalistes sont finies pour nous. Nous nous dirigeons tous, tant que nous sommes, vers un vaste effort de synthèse. Mais alors, me direz-vous encore, sur quel phénomène particulier ferez-vous poser l'objet de la critique? D'abord sur la discrimination des travaux. Il est bien certain que sur 100 ouvrages qui paraissent, on ne peut en retenir qu'une trentaine. Sur ces 30, 20 sont médiocres, 10 assez bons, et 2 ou 3 à peine peuvent avoir des qualités qui sont déjà rares. Et voilà, je vous le répète, une estimation bien optimiste. Alors maintenant, nous allons faire intervenir les questions d'esthétique générale. Or, l'esthétique est une fonction de l'éthique, c'est-à-dire de la morale. J'ai toujours écouté avec stupeur les invectives de certains moralistes contre le souci de la beauté témoigné par de nombreux écrivains, et surtout de nombreux écrivains français. Mais l'esthétique n'est pas autre chose que la preuve de la probité morale de l'artiste. Si vous donnez une porte à peindre à un ouvrier et qu'il vous rapporte un travail mal fait, avec de la peinture inégale, ici épaisse et grumeleuse, là à peine posée, vous déclarerez que c'est un ouvrier sans conscience et vous le renverrez. Pourquoi jugerez-vous autrement une œuvre de l'esprit? Vous estimez que la morale de la littérature consiste dans les idées répandues par l'auteur, si vous jugez vous-même que ces idées sont bonnes. Mais rien ne se présente plus facilement que l'hypocrisie. Cet homme qui vous a charmé par des théories qui vous plaisent en soi peut être lui-même une canaille et agir à l'inverse de toutes ces théories. Le vers, ce sont toujours des bassesses du cœur, a dit Boileau. Il ne faut jamais oublier cette pensée. La morale d'une œuvre est dans la conscience de l'auteur, non pas dans les vues exprimées par lui. L'esthétique ne comporte pas d'hypocrite. On ne joue pas la comédie du grand artiste, il en est un faux artiste. Flaubert, en travaillant comme il l'a fait, a été une sorte de saint, et il a mené une vie d'ascète. La critique a donc pour but de mettre en lumière, de façon toute objective, cette vie profonde de l'art qui naît de la vertu même de l'écrivain ou du peintre, c'est-à-dire de son esprit. D'une vertu ultra-professionnelle, d'une vertu presque sainte, je le répète, puisqu'elle tend à la perfection qui est un absolu.
Les sonnets de Ronsard, les tragédies de Racine, les fables de La Fontaine, le Candide de Voltaire, quelques-unes des pièces des Fleurs du Mal, Madame Bovary, plusieurs poèmes de Mallarmé et de Valéry, les oiseaux s'envolent et les fleurs tombent, le grand roman de Lémire Bourges sont des chefs-d'œuvre absolus. Le devoir de la critique est de reconnaître la grandeur d'ouvrages pareils, aussitôt qu'ils viennent toujours. Inutile d'ajouter qu'elle est le plus souvent bien au-dessous de sa tâche.